Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part donc aujourd'hui à l'ouverture de la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. Et dans l'actualité internationale, les Européens sont préoccupés par l'intensification des activités iraniennes. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président français Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui la deuxième édition du Forum sur la paix organisé à Paris et rassemblant une trentaine de dirigeants internationaux, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh à la Grande Halle de la Villette. Le coup d'envoi de la deuxième édition de ce forum a été donné donc par le président français devant une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Changement climatique, inégalité, désinformation, cybercriminalité. Face à tous ces défis, le forum, dans la création, avait coïncidé en 2018 avec le centenaire de la fin de la Grande Guerre, ambitionne d'être un relais d'action concrète et de bonnes pratiques. Le président français a insisté également sur le rôle de l'Afrique. Si le continent a longtemps été un objet du multilatéralisme, il est en train de devenir un sujet, a insisté le chef de l'État. Selon lui, ce forum sur la paix, qui s'ajoute à de nombreuses autres réunions internationales, est utile car il réunit des États, des ONG, des acteurs de la société civile et des entreprises. Seule réponse, d'après lui, aux nouveaux défis démographiques, climatiques et technologiques. Pour faire face aux défis d'organisation du monde et dans un contexte difficile pour le multilatéralisme, le Forum de Paris sur la paix continue à mobiliser et à rassembler tous les acteurs engagés. Il agit comme un incubateur pour faire avancer les projets et lancer des initiatives nouvelles. Comment? En offrant des solutions concrètes autour de la paix et de la sécurité, du développement, de l'environnement, des nouvelles technologies, de l'économie inclusive ou de la culture et de l'éducation. En marge de l'ouverture de ce forum sur la paix, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les personnalités ont animé plusieurs réunions ou discussions de panélistes. Ces derniers donc étaient interrogés par les représentants des fondations, des intellectuels et les représentants des Nations Unies. Généralement donc, les questions ont porté sur le multilatéralisme, à savoir la préservation de la paix, la sécurité et ainsi trouver des solutions aux différentes crises qui affectent le monde d'aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu le voir, le président de la République a pris part donc à ces discussions de panélistes en répondant aux interrogations de ces derniers. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accordé beaucoup d'importance à la question concernant le multilatéralisme. Il a insisté sur le fait que la société civile soit associée à la prise de décisions qui doivent être prises d'une manière multilatérale et non pas dans le seul cadre des autorités gouvernementales. On écoute le chef de l'État. Société civile, les ONG, les secteurs privés soient associés à cette réforme, à la responsabilisation du multilatéralisme et à écouter ce que disent nos populations, nos intellectuels et tous ceux qui ont quelque chose à apporter à cette gestion, gouvernance mondiale. Lorsqu'on voit le terrorisme international qui balaye, n'est-ce pas, et qui déstabilise et désorganise des sociétés entières et des pays entiers, l'approche ne doit pas être l'approche conventionnelle. Il faut trouver d'autres idées pour pouvoir faire face pour la paix mondiale et la gouvernance entre les États-nations, comme le réchauffement climatique, les pandémies, les crises migratoires qui posent problème dans les pays riches, n'est-ce pas, l'Europe ou les États-Unis. Tout ça, il faut donc imaginer un multilatéralisme, pas seulement basé sur les États et le gouvernement, mais un multilatéralisme inclusif
avec des acteurs non étatiques comme les organismes internationaux, les ONG, les secteurs privés et aussi d'autres acteurs qui peuvent avoir une représentativité dans la gestion de proximité. Le multilatéralisme et les petits États. Sur les 193 États que compte l'ONU, 105 sont des petits États. À partir de le cadre multilatéral de l'ONU doit se soucier, n'est-ce pas, de cette représentativité et donner une tribune aux petits États, car les priorités et les urgences des petits États peuvent ne pas correspondre avec ceux des autres pays. Par exemple, les pays insulaires sont très préoccupés par le réchauffement climatique. C'est une urgence et une question de survie immédiate pour eux, n'est-ce pas? Comme pour nous, petit État de la Corne d'Afrique, victime des sécheresses de plus en plus endémiques. Les spécialistes font un lien avec le réchauffement climatique. Je pense donc que le cadre de la réforme et d'une nouvelle architecture de l'ONU, les petits États doivent prétendre à une meilleure représentativité. Djibouti, petit État qui est candidat au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent en 2021-22, s'engagera s'il est élu à porter et à défendre au sein de l'institution les préoccupations des petits États. Et après son arrivée hier à Paris pour prendre part donc justement à ce second forum de Paris sur la paix, le président de la République, à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement, a été convié en début de soirée hier à un dîner organisé par le président Macron à l'Élysée. Un dîner donc qui a permis de renforcer les liens entre les différents pays participant à ce forum sur la paix et de débattre également des différents points à l'ordre du jour de ce second forum. En effet, cette seconde édition reprend les trois axes qui ont fait le succès du premier forum, à savoir encourager la coopération internationale et l'action collective pour un monde en paix, présenter et discuter et faire avancer les solutions concrètes et innovantes. Créé en 2018 à la foulée de la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le Forum de Paris sur la paix à valeur de tribune internationale dédiée donc à la mise sur pied d'approches sources de règlement durable aux problématiques de plus en plus complexes à l'ordre du jour dans le monde. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a visité ce matin le centre universitaire des sciences et technologies industrielles. À son arrivée, le président de l'Assemblée a été accueilli par le directeur général de ce centre, Maïsara Mohamed Seif, ainsi que par les responsables et les étudiants. Étaient également présents durant cette visite 4 membres du Parlement et également plusieurs responsables du centre. Après l'accueil chaleureux qui a été réservé au président de l'Assemblée nationale et à sa délégation, le directeur du centre donc a engagé donc une visite des lieux, destination donc département du contrôle industriel et numérique, accueillis par les responsables du département. Ces derniers ont présenté des détails sur les fonctionnements de ces appareils électroniques tels que les ordinateurs, les métaux, les unités d'assemblage des pièces, les stocks fournis de réchange, les laboratoires d'essais et manière de travailler tout en utilisant ces appareils électroniques modernes, ainsi que l'éducation et que les étudiants de ce département reçoivent. Poursuivant sa visite, le président de l'hémicycle
s'est dirigé donc vers les départements des mesures et appareils électriques où il a été accueilli généralement de la part des responsables de ce département qui ont à leur tour fourni les informations nécessaires concernant la partie électronique et électrotechnique et les travaux qui effectuent donc par chaque appareil afin que les étudiants puissent vulgariser parfaitement et théoriquement ce qu'ils ont appris dans la classe dans le domaine électrique et sur le fonctionnement des moteurs notamment. Au terme de sa visite, la délégation s'est enfin dirigée vers le département de la couture et broderie où elle a passé en revue les vêtements et les activités résultant des travaux d'artisans donc faits par les étudiants et des démonstrations donc leur ont été présentées. Dans une interview accordée donc à la chaîne nationale, le directeur général du Centre universitaire des sciences et technologiques industrielles, Maïsara Mohamed Seif, a remercié le président Mohamed Ali Ahmed pour sa visite. Il a expliqué que ce dernier donc, a visité tour à tour les différents départements qui constituent donc ce centre, qui dispose des formations aussi bien magistrales que pratiques dans les métiers de soudure, d'électricité, de métallurgie, de chaîne de froid, d'électrotechnique, d'installation des réseaux informatiques et affirmant que ce centre a mis en œuvre de nombreux projets visant davantage à harmoniser nos systèmes d'enseignement avec les besoins professionnels du marché et l'emploi et aider les jeunes pour leur intégration sur le marché du travail. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a rappelé les efforts fournis par le directeur général, Maïsara Mohamed Seif, et l'ensemble des employés pour le développement du Centre universitaire des sciences et technologies industrielles, tout en les remerciant pour leur accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. On écoute le président Ahmed. C'est un centre vraiment qui se développe dans le bon sens. Et je vis les enseignants qui sont très passionnés et les étudiants aussi, qui sont là pour apprendre. Et la nouvelle technologie, c'est quelque chose qui se développe de jour en jour. Et il faut être à jour donc, dans ce domaine-là. Et ce centre est bien placé aujourd'hui donc, pour former nos étudiants, pour former la jeunesse de ce pays. Après avoir visité et discuté un peu avec les étudiants, donc, ils ont la volonté maintenant de mettre en place quelque chose comme une société pour intégrer les marchés. Je lance un appel à la jeunesse donc, de créer leurs propres entreprises et les parlementaires seront là pour faciliter, pour les accompagner et pour taper toutes les portes s'il le faut pour que cette jeunesse se prenne en charge. Et je félicite aujourd'hui donc, le directeur de ce centre, Wami, qui nous a fait visiter. Et les machines que nous avons vues aussi, c'est des machines de dernière génération. Et aujourd'hui, donc nous avons, alhamdulillah, une jeunesse qui maîtrise ce domaine, qui sont là tous les jours pour apprendre et pour évoluer, et évoluer aussi notre pays. Et je suis satisfait de ma visite d'aujourd'hui. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a reçu dans son bureau la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Inde accrédité à Djibouti, Ashok Kumar. Les deux parties ont passé en revue l'excellence des relations entre les deux pays amis dans les différents domaines. Ils ont abordé aussi les opportunités offertes afin de jeter les bases d'un partenariat fructueux visant à promouvoir l'échange culturel et partager les expériences pour développer le secteur de la culture et de la création artistique. Prenant la parole, le diplomate indien s'est réjoui de l'accueil qui a permis d'échanger sur l'état de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la culture et des activités culturelles. Le ministre a quant à lui mis en exergue le rôle de la culture et des arts dans la promotion de la diplomatie populaire et le rapprochement entre les peuples dans le cadre de la diversité culturelle. Pour la première fois à Djibouti, la science a été à l'honneur durant la semaine allant du 13 au 19 octobre dernier de cette année, où elle a été à l'honneur donc hier également avec la cérémonie de clôture au Palais du Peuple de la semaine africaine des sciences en présence des participants et qui a gratifié les participants et détenteurs de projets innovants. En effet, conjointement organisé par l'association Women in STEM Djibouti, le Centre de technologie et d'innovation de Djibouti et des enseignants-chercheurs de l'Université de Djibouti sous l'égide de l'ambassadrice du Next Einstein Forum Djibouti 2017-2019, Dr Djaltou Aboubakar Osman. Cette semaine poursuivait également deux objectifs essentiels, à savoir susciter les vocations pour la science chez les jeunes et aussi accorder une meilleure visibilité aux innovations technologiques réalisées à Djibouti. Eu aussi l'occasion de faire une conférence Femmes et Sciences. Ont partagé avec nous leurs expériences.
Toujours en nouvelles du pays concernant cette semaine africaine de la science qui s'est clôturée. À l'issue de cette cérémonie de clôture, des certificats de participation ont été attribués aux jeunes scientifiques qui ont exposé leurs projets lors de cette semaine et aux filles qui ont pris part au défi de codage. Cette journée de clôture s'est terminée avec la consécration des 3 meilleurs projets du défi de codage. Écoutons là-dessus les réactions des 2 lauréates. Je suis vraiment très contente. J'ai remporté ce prix grâce au CTID, à la semaine nationale, à la semaine de la science. J'ai été formée pendant une semaine au CTID. C'est grâce à notre professeur que j'ai gagné aujourd'hui le 2e prix. Je suis vraiment très contente d'avoir gagné le 2e prix. On a été encadré par la Semaine africaine des sciences et grâce à cette Semaine africaine des sciences que les talents djiboutiens, surtout les talents de demain, on peut être découvert. J'ai participé au concours de défi de codage pour la Semaine Sciences de l'Afrique. Je suis ici aujourd'hui pour la remise des primes et je suis vraiment contente d'avoir participé parce que j'avais découvert plein de trucs que j'aurais jamais découvert. Des bases, j'étais nulle en informatique. Également dans les nouvelles du pays, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, a lancé hier à l'UNFD la première activité du plan d'action de la résolution 1325 ainsi que les résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Le panel de cet atelier présidé par la députée Mohamed Hamid, présidente du forum Femmes, Paix et Sécurité, était composé de la secrétaire générale de l'UNFD et de 2 conseillères de la ministre de la Femme et de la Famille. Des femmes élues de la société civile, des points focaux genre de chaque ministère, les représentantes de la CNDH et la représentante de l'IGAD et Mohamed Hamid a donc participé à cette réunion. La présidente a pris la parole pour lancer l'atelier en précisant qu'il était l'activité inaugurale des travaux de vulgarisation du plan d'action de la résolution 1325. Et ces résolutions annexent une Conseil de sécurité nationale sur la femme et paix et sécurité. Mais pourquoi ces plans? Puisque déjà nous avons la participation de la femme en cas de conflit ou de malentendu. Encore une fois de plus, le monde international reconnaît que sans les femmes, le processus de la médiation de la paix ne sera guère réalisé convenablement. Et le ministère de la Femme et de la Famille a organisé aujourd'hui la 3e réunion pour la plateforme locale de prise en charge sur la protection de l'enfant à risque ou victime de violences. L'objectif de cette réunion consistait d'une part à leur présenter le document sur la composition de la plateforme sur la prise en charge de la protection de l'enfant en 2019 par le ministère de la Femme et de la Famille et d'autre part débattre et discuter des actions à entreprendre et à mener conjointement avec les autres secteurs. Des recommandations ont été émises par les participants à cette réunion ainsi que quelques activités à entreprendre. Le ministère de la Femme et de la Famille remercie toutes les personnes qui ont participé à cette réunion en rappelant que la prochaine se tiendra le 10 décembre prochain. Direction la région d'Arta où le préfet de la région Mohamed Cheikhou Hassan a effectué une visite de prise de contact et de travail à l'hôpital régional d'Arta, institution placée sous la tutelle de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans la journée d'hier, le directeur de l'hôpital régional d'Arta, Ahmed Abdou Djama, et l'ensemble du personnel de l'hôpital ont réservé un accueil chaleureux au préfet et à sa délégation. Au cours de son déplacement, le préfet Mohamed Cheikhou Hassan était accompagné d'une importante délégation. Le préfet a eu une série d'entretiens avec les médecins ainsi que le responsable des différents services de l'hôpital. La visite s'est achevée dans la salle de conférence où le directeur de l'hôpital régional a fait une présentation de la structure, à savoir que l'hôpital d'Arta est doté d'un bloc opératoire opérationnel de pointe, d'un service d'urgence, d'une maternité, d'un service de pédiatrie, néonatologie, d'un laboratoire et d'un service d'imagerie équipé d'une tomodensitométrie et d'une radiographie numérique. Sur ce, le préfet a réitéré ses remerciements pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu et a assuré de son plein soutien les responsables de l'hôpital.
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités nationales en vue d'une meilleure prise de décision et d'une meilleure intégration des obligations mondiales en matière environnementale, un atelier de concertation pour discuter donc du cadre de mise en œuvre des conventions de Rio et pour élaborer une feuille de route environnementale pour la région du Dikil a été tenu cette semaine durant 2 jours au sein du Conseil régional. Ce projet de renforcement des capacités est mis en œuvre par le ministère en charge de l'environnement et doit permettre à la République de Djibouti, à l'issue du projet, de respecter et d'intégrer dans ses politiques les obligations mondiales inhérentes aux conventions de Rio. Et pour le ministère de l'Environnement, elle va nous servir à orienter les différentes activités que l'on va mettre en œuvre dans votre région, mais elle va aussi servir aux autorités locales. Le conseil régional et la préfecture ici présentes vont pouvoir se calquer un peu sur cette feuille de route et de la même façon qu'elle nous orientera, elle les guidera aussi pour voir un peu sur quoi ils peuvent intervenir au niveau de l'environnement. Donc cette feuille de route va être assez explicite par rapport aux problématiques et aux défis que vous rencontrez au quotidien au niveau de l'environnement. Et on va essayer de développer tous ensemble des solutions durables, pertinentes et résilientes pour la région de Dakhel. Sport, donc pour clore l'actualité nationale, Alexander Aden Hussein sur le toit de l'Afrique, on ne le dira jamais assez, l'histoire du judo national a trouvé son porte-étendard. Désormais, Alexander Aden Hussein, qui vient de s'affirmer comme le nouveau maître absolu de sa catégorie dans le tournoi africain de Yaoundé, vient donc de s'adjuger hier le sacre suprême, la médaille d'or en battant à domicile le Camerounais Ndongue Ebenezer et fait un grand pas dans la participation aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront en 2020. À cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a adressé ses vives félicitations au prodige djiboutien et lui a réitéré son soutien indéfectible pour hisser encore plus haut les couleurs nationales. En nouvelles du monde à présent nucléaire, les Européens préoccupés par l'intensification des activités iraniennes. Les activités iraniennes donc continuent d'inquiéter la communauté internationale. Dans son dernier rapport, l'AIEA, l'Agence pour l'énergie atomique, affirme avoir détecté des particules d'uranium naturel liées à des activités humaines sur un site iranien non déclaré. La suite dans ce commentaire. Le nucléaire s'alarme également du niveau de stock d'uranium faiblement enrichi qui serait nettement supérieur à la limite fixée par l'accord de Vienne. Les diplomaties européennes font part de leurs préoccupations et adressent un message au régime de Téhéran. Signé il y a 4 ans à Vienne, l'accord de Vienne visait à limiter et encadrer les activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée des sanctions. Mais le retrait américain du texte a poussé le régime de Téhéran à réduire ses engagements. L'Iran, plus que jamais, met la pression aujourd'hui sur la signature européenne du texte. Et enfin, la Turquie donc a expulsé des djihadistes de Daesh. Reportage. Forces kurdes dans le nord de la Syrie et des prisonniers de Daesh. Ce ne sont peut-être pas ces djihadistes-là, mais la Turquie a bien capturé des membres du groupe État islamique dans la zone de sécurité du nord-est de la Syrie et commence à faire ce qu'elle a promis, à savoir envoyer ces djihadistes étrangers vers leur pays d'origine, notamment les Européens. Le ministre turc de l'Intérieur a annoncé qu'un Allemand et un Danois devaient quitter le pays hier. Un terroriste américain a déjà été expulsé. Les autorités turques ont également annoncé le renvoi prochain des 11 djihadistes français et des 10 Allemands. Selon Recep Tayyip Erdogan, 287 djihadistes ont été capturés après s'être échappés des prisons dans les zones de sécurité. Profonde de 30 km, le long de la frontière syro-turque, cette zone avait dit être abandonnée par les forces kurdes, selon l'accord russo-turc qui a suivi les semaines de l'offensive d'Ankara et désormais des patrouilles militaires russo-turques l'apparentent. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.